Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du postpartum, dans ce moment si intense où l'on devient mère, où le corps, le cœur et l'esprit sont parfois bousculés bien plus qu'on ne l'avait imaginé. Pour en parler, je suis accompagnée de Charlène Machpi, doula, formatrice au consentement et médiatrice de cercles restauratifs. Elle est maman, militante, engagée pour une parentalité plus douce et plus consciente. Dans cet épisode, on va parler des émotions du postpartum, de ce que vivent vraiment les mères derrière les sourires de façade, des vulnérabilités qu'on n'ose pas toujours avouer et du soutien dont elles ont besoin. Si vous souhaitez découvrir son univers, ses accompagnements et ses valeurs, eh bien vous pouvez retrouver Charlène sur son site charlendoula.fr et ses réseaux sociaux. Je vous mets tout cela en description de l'épisode. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour Charlène, je suis très heureuse de te recevoir sur mon podcast État d'âme. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Merci de me recevoir dans ce podcast incroyable qui est État d'âme. Eh bien, merci à toi, surtout, de venir partager ton expertise en tant que doula. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Avec joie. Donc, je suis Charlène Machpi, je suis doula. Sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram, je suis au nom de Charlène Doula. Je suis aussi formatrice au consentement et médiatrice de cercles restauratifs. Je suis maman d'une petite fille et je suis membre d'un collectif de vie où nous vivons à plusieurs familles sur un lieu, en toute sobriété. Qui es-tu aujourd'hui ? Comment tu décrirais ton rôle en tant que doula ? Ce qui est important de rappeler, c'est mon parcours. D'où je viens, donc je suis sarthoise. J'ai passé 8 ans à vadrouiller à travers le monde entier. À 30 ans, j'avais déjà fait 32 métiers différents. Et il y a 10 ans, en 2016, j'ai changé mon cœur pour avoir un cœur de doula. J'ai découvert la posture de doula en 2016 à travers un voyage. Et puis, quelques années après, j'ai commencé à accompagner des mamans, des copines à moi. Et puis, un jour, m'a dit « Mais toi, tu es doula ?» Alors, je lui ai dit « Mais comment ça ? C'est quoi ton insulte, là ?» Je ne connaissais pas ce mot. Et donc, elle m'a dit « Tu vas rentrer chez toi, tu vas taper le mot doula et tu vas comprendre. » C'est ce que j'ai fait. Et là, je suis tombée sur la définition de Doula de France, qui est l'association qui, à mon sens, organise le plus d'événements autour des doulas en France. Et donc, je lis cette définition et là, mon cœur fait boum boum fois 1000. Et donc, je découvre que ce que je fais depuis plusieurs années déjà porte un nom et c'est même un métier. Donc là, gros bouleversement pour moi. Et puis voilà, quelques années après, je me forme et là, je vais fêter ma 3e année à crier haut et fort au monde entier que je suis doula. Mon rôle, c'est être présente, être à l'écoute. Et quand je parle d'écoute, c'est pas juste entendre, c'est une écoute inconditionnelle. Ça veut dire que je vais écouter en profondeur ce que disent les mamans, les couples, les papas, les coparents, les familles, dans leur vulnérabilité, dans ce qu'elles vivent. Et voilà, c'est le plus beau métier du monde, à mon sens. Donc en fait, ouais, voilà, c'est une présence, une écoute, un soutien physique parfois, un soutien logistique quelquefois, un soutien communicationnel. Parfois, en postpartum, il peut y avoir du baby clash, cet instant où ça clash avec son compagnon ou sa compagne. Et donc, l'idée, c'est de remettre de la communication au sein du couple et parfois même de la famille. Voilà. Mon rôle, et ça, c'est le plus drôle, je ne suis pas conseillère, je ne suis pas coach, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'orientation des valeurs ou des informations.
Je ne vais pas non plus guider. Surtout, je ne conseille pas. Et très souvent, on me dit, mais comment tu fais si tu ne conseilles pas? Eh bien, en fait, j'écoute et je pars du besoin de la personne et je vais lui poser des questions très simples et très précises à la fois, au bon moment, pour permettre à la personne de trouver les ressources à l'intérieur d'elle ou parfois à l'extérieur quand on va creuser un petit peu plus loin. Donc voilà, je peux aussi faire appel à des collègues issus de la santé, issus du monde médical ou parfois non médical ou paramédical aussi. Voilà, j'ai notamment créé un réseau périnatal en Sarthe et dans le Perche pour tout simplement permettre aux personnes, aux familles, mais aussi aux professionnels de se connaître et de se reconnaître, de savoir quel métier peut soutenir telle ou telle phase de la vie. Qu'est-ce qui t'a guidée vers l'accompagnement des parents, et en particulier vers le soutien du postpartum? Eh bien, c'est que, à mon sens, chaque parent est l'expert, tout simplement, de son bébé ou de ses bébés, quand il y en a plusieurs. Et pour moi, soutenir la préciosité de ce parent qui est en train de devenir parent, qui est en train de se créer une identité parentale, qui est en train de s'éveiller à cette parentalité, eh bien, c'est là où j'ai trouvé ma juste place de soutenir, de vigoureusement soutenir, j'ai envie de dire, ce parent qui est en devenir et qui est parfois déjà très bien établi, très souvent même. Et voilà, après, c'est juste permettre à ce parent d'être soutenu, notamment en termes de fatigue, d'émotion, de soutien logistique, pour ensuite pouvoir donner le meilleur à son enfant. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'a guidée? Eh bien, c'est un voyage à l'autre bout du monde qui m'a permis de prendre conscience que c'était possible d'avoir un autre type de parentalité que ce que je croyais et ce que je voyais déjà autour de moi. Et voilà, je trouve qu'être au cœur des vulnérabilités à un moment où un enfant naît, là, on touche le haut des vulnérabilités, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, voilà, être au cœur des vulnérabilités, c'est ce qui m'a le plus touchée. Et être à l'écoute, c'est ce qui me touche le plus et qui me rend le plus vivante à la fois. Dans le sens où, à mon sens, dans ma vision des choses, si tout le monde avait des dizaines et des dizaines d'heures d'écoute possibles chaque jour, voire chaque semaine ou chaque mois, eh bien, le monde irait beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Et donc, pourquoi en particulier du postpartum? Eh bien, à vrai dire, j'accompagne avant, avant la naissance. Donc, à partir du moment où on se pose la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant? Jusqu'au postpartum. Donc, on inclut aussi l'état de grossesse, l'état de préconception, les parcours PMA, la grossesse, le deuil périnatal et bien sûr le postpartum et aussi, la naissance. Voilà. Et donc, je me focus pas sur spécifiquement le postpartum. Je suis présente à tous les moments de vie aux alentours d'une naissance. Mais aujourd'hui, on va parler de postpartum, en effet. Quand on parle du postpartum, on parle de quoi exactement? Le postpartum, en état général, c'est la définition du postpartum. En général, c'est juste après la naissance, jusqu'au premier retour de couche. Retour de couche, c'est retrouver un cycle menstruel. À mon sens, le postpartum va s'étendre jusqu'aux 9 ans de l'enfant. Et le plus important, c'est de demander à la maman, à la personne qui a enfanté, est-ce que tu te ressens en postpartum? Voilà. Et si l'enfant a X années, eh bien, bienvenue à elle dans son postpartum et je la prends comme telle. Donc, quand on parle de postpartum, de quoi parle-t-on? En fait, c'est à partir du moment où il y a une naissance, c'est toute cette période où on se ressent en postpartum, c'est-à-dire post-naissance, post-natale. Selon toi, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez aux femmes sur cette période? Tout. Absolument tout. Et à la fois, à mon sens, c'est aux femmes de
d'investiguer, on va dire, de poser des questions aux personnes dont elles ont confiance, écouter des récits de naissance, écouter des récits de postpartum. Donc pour moi, c'est qu'est-ce qu'on ne dit pas assez, à mon sens, c'est plutôt écouter les femmes, écouter leurs peurs et voir si elles ont envie de s'informer avant tout. Moi, je ne suis pas présente en tant que doula pour les informer, les bourrer d'informations, comme on pourrait dire. Je suis là pour répondre à leurs questions avant tout, à répondre à leurs demandes, leurs envies et voir comment on construit un postpartum de rêve. Quand je parle de postpartum de rêve, c'est un postpartum où on envisage le meilleur, mais on va aussi envisager des alternatives pour atteindre ce meilleur. Voilà. On va aussi démystifier l'état de rêve et voilà, juste vivre en harmonie avec ce qui est sur le moment. Donc, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez aux femmes? Je dirais, c'est OK d'avoir des sentiments 100% contradictoires. C'est OK de ne pas du tout ressentir le lien maternel, tout comme de le ressentir à 10 000% ou le sentir des fois et ne plus le ressentir. C'est OK de pleurer, c'est OK d'éclater de rire, c'est OK d'être en état d'émerveillement, c'est OK d'être en postpartum tout simplement. C'est OK d'avoir un corps qui est complètement différent ou qui revient très rapidement à la comme avant. C'est OK en fait, tout est OK. Et l'idée, c'est de s'écouter, de faire appel à des professionnels formés, compétents, qui nous sécurisent et dont on a confiance pour avancer. Ça, c'est le gros truc dans notre culture, c'est vraiment, on a des grosses difficultés à demander de l'aide, tout simplement, pour s'offrir le meilleur et ensuite pouvoir offrir le meilleur à son enfant. Que c'est OK de prendre le temps aussi pour soi, pour son enfant, ses enfants, son couple. Et puis s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'envie et c'est OK. En fait, tout est OK, voilà. C'est juste une période qui peut être incroyablement belle, incroyablement transformatrice. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez aux femmes? On ne leur dit pas que leur identité va changer. Qu'à un moment donné, en fait, l'arrivée dans le postpartum, c'est plonger dans une nouvelle identité. Et c'est ressortir du postpartum avec cette nouvelle identité et voilà, cheminer avec elle. Quelles sont les émotions que tu trouves le plus souvent chez les mères que tu accompagnes? Bah, en fait, elles sont par millions, donc elles sont toutes uniques et à la fois universelles. Ça, c'est important. Moi, je dirais la peur. La peur de telle ou telle chose qui pourrait leur arriver. Ça, c'est le gros du gros, notamment enceinte. En postpartum, la peur, si, encore la peur. Des choses qui peuvent arriver à leur bébé maintenant que ce petit être est 100% dépendant de soi. Bien sûr, la joie. La joie, c'est fondamental. Et à la fois, je suis très attentive à ce que ce ne soit pas une joie de façade, parce que dans mon rôle de doula, c'est aussi de renvoyer vers des professionnels de santé compétents lorsque je peux entrevoir des dépressions du postpartum. Voilà. Je peux avoir déjà vu de la culpabilité, notamment quand il y a déjà une fratrie. La culpabilité de ne pas prendre assez de temps avec les plus grands. Voilà. L'état de colère, d'abattement ou de fatalité peuvent être présents à la suite d'un accouchement traumatique ou d'un accouchement qui n'a pas été celui espéré. Voilà. Mais très souvent, en fait, c'est 100% contradictoire. Il y a des choses très intenses. En fait, c'est le volume qui est assez impressionnant en postpartum. C'est le volume, l'intensité des émotions qui est présente.
que ce soit chez la maman ou le coparent. Et ça, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans le sens où on est dans l'intensité, on est dans le cru de la vie, on est dans le beau de la vie, dans le là, on est présent, on est là et voilà. Une doula, c'est être le pilier dans la tempête de joie, de peur, de tristesse, de colère, etc. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'image idéalisée du baby blues, jeune maman heureuse, et la réalité émotionnelle de ce que tu observes? Alors le baby blues, c'est une courte période, très très courte période, où on va rentrer dans un état d'ambivalence émotionnelle. Et là, l'idée, c'est d'en prendre soin, en fait, encore plus, de cette période. En tout cas, quand ça perdure, au-delà de 10 jours, 2 semaines, on peut envisager qu'il y ait autre chose, notamment une dépression du postpartum. Et là, il faut être très vigilant et réactif. Voilà. C'est nécessaire pour que les mamans ne plongent pas dans une grave ou sévère dépression. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'image du baby blues, de la jeune maman heureuse et la réalité émotionnelle de ce que tu observes? En fait, le baby blues, ça peut arriver et c'est normal. Voilà, de se sentir très triste et parfois joyeuse, voilà, d'avoir des grands moments comme ça de sursaut émotionnel. Et non, en fait, c'est OK, ouais, voilà, c'est OK de faire face à une maman qui pleure, qui a plus envie d'être maman finalement. Et puis en fait, 2 jours après, c'est l'amour fou avec son bébé. Voilà, en tant que doula, je ne prends pas la posture de tout est inscrit dans le marbre. Comment dire? C'est très OK pour moi de vivre tout un tas de contradictions, de joie, de colère, etc., d'émotions. Et 2 jours après, quand je revois les mamans, en fait, ça se trouve, elles sont plus du tout là-dedans. Et mon travail, c'est à nouveau de les écouter dans ce qu'elles vivent ici et maintenant. Dans les accompagnements, notamment en prépartum, je vais beaucoup soutenir les mamans qui sont en demande, bien sûr, avec des ressources documentaires, des livres audio, des podcasts, des films aussi, des jeux de société. Non, j'en ai qu'un seul, mais il est très chouette. Et donc, les mamans souvent savent déjà à quoi s'attendre en termes de... En tout cas, elles ont la théorie pour les primipares, elles ont la théorie de ce qui va se passer. Après, quand elles rentrent dedans, très souvent, les appels que j'ai pour le postpartum, voilà, c'est le moment où il y a une nuit difficile ou un moment de chute hormonale qui s'est fait quelques heures ou quelques jours auparavant. Et donc, boum, elle m'appelle en me disant « J'ai besoin de toi ». Donc, dans les accompagnements que je fais, très souvent, c'est des accompagnements long terme. Ça veut dire que je vais suivre les parents de la question de est-ce que je veux avoir un enfant jusqu'en postpartum. Ce qui fait qu'il y a déjà toute une confiance, il y a déjà tout un balai d'informations, un panel d'informations qui a été mis en place. Et donc, les mamans continuent à vivre cette étape avec sérénité. Voilà. Et confiance. Et sécurité. Et joie. Et bonheur. Et accueil de leurs émotions. Alors, quels sont les sentiments, alors je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais quels sont les sentiments les plus lourds dont les mamans te parlent? Encore à nouveau, c'est très spécifique à chaque maman, c'est très unique à chaque maman, c'est en lien avec leurs histoires de vie, leur parcours de vie, le jour de la naissance aussi. Voilà, tout est imbriqué, on va dire. Et donc, les sentiments les plus lourds, en fait, j'ai pas envie de classifier les sentiments du plus lourd au plus léger. Pour moi, à partir du moment où il y a une intensité émotionnelle, elle est là et elle est à être écoutée et à être prise en compte, à être légitimée, voilà. Donc, je pourrais pas dire quels sont les sentiments les plus lourds. Par contre, je peux parler de moi, de mes propres sentiments, à mon sens, qui est le plus
j'ai pas forcément envie d'utiliser le mot lourd, mais les situations les plus intenses émotionnelles, ça a été d'accueillir les paroles de maman qui avait vécu des violences obstétricales et les paroles de maman qui avait vécu, de papa et de maman qui ont vécu des deuils périnataux. Voilà, la perte de leur bébé, ça a été les choses les plus remuantes, voilà. Et si je peux faire un aparté là-dessus, je trouve ça intéressant. En fait, une doula, dans son cadre, en tout cas dans mon cadre, je m'impose un temps d'écoute par semaine, pour moi, rien que pour moi, mais aussi une supervision entre doulas. Je trouve ça très important de pouvoir continuer à se poser des questions, à se remettre en question et à cheminer en fait pour être dans la meilleure des écoutes. Voilà. À mon sens, l'écoute la plus qualitative est celle où on ne pense plus à ce qui s'est passé dans le rendez-vous précédent, bien au contraire. Ça, vraiment, si on est là-dedans, c'est que vraiment on est à côté de ses pompes. Mais c'est vraiment être présent ici et maintenant. Et comment se manifeste la culpabilité dans le postpartum ? Par plein de possibilités. La culpabilité, ça va être autant surinvestir une relation, je pense notamment à la fratrie, se ronger les ongles en, 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 en description physique. Mais la culpabilité, encore une fois, le plus important, c'est de l'écouter. Très souvent, je me sens coupable quand on dit « je me sens coupable de ». Waouh! Très souvent, ce qu'on entend en face, c'est « mais non, culpabilise pas ». Waouh! Comment faire? Comment faire pour ne pas culpabiliser, en fait? Moi, mon angle, c'est justement de me mettre pile en face de la culpabilité, de ce sentiment qui parfois est mêlé à de la honte, de la colère, de la tristesse, du déni, de plein de choses. Et c'est de lui faire face et de l'écouter. Très souvent, les larmes viennent très souvent, de toute façon tout le temps, j'ai des mouchoirs avec moi, mais parce qu'il y a une préciosité qui a besoin d'être exprimée. Il y a quelque chose là, au cœur du vivant, qui a besoin d'être soutenu, d'être entendu, d'être légitimé dans ce qui se passe, et ça, c'est le plus important. Donc, bienvenue à la culpabilité. Bienvenue, merci d'être là aussi. Alors, pas dans l'état de souffrance, bien sûr, mais vraiment dans l'état de préciosité qu'elle indique quelque chose. Elle pointe quelque chose de précieux. Je pense là, par exemple, à une maman que j'ai accompagnée et qui se sentait mais 100% coupable de reprendre le travail au bout de quelques semaines de maternité. Et en fait, elle se sentait coupable au plus haut point. Et donc, on a juste fait face à cette culpabilité. C'était quoi la préciosité derrière? Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin, mais je trouve ça important d'explorer cette culpabilité. Il y a plusieurs émotions. Voilà, la joie, on va l'accueillir, ça va être cool. La colère, de mieux en mieux, j'ai envie de dire. On est de plus en plus OK avec la colère. La honte, ça c'est encore à mon sens, c'est encore des émotions difficiles à exprimer parce qu'on se le garde pour soi très souvent. La tristesse, waouh, la tristesse fait peur en fait. Pour beaucoup de personnes, la tristesse, faire face à une personne triste, c'est complexe d'être face à cette tristesse. Parfois, voilà, ça peut engloutir la personne en face. Eh bien, en tant que doula, l'idée, c'est aussi de faire face à cette tristesse et d'y aller, d'être là, d'être présente et d'être le pilier face à cette tristesse et d'entendre la préciosité qu'il y a derrière. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette ambivalence dont on parle beaucoup, de mères qui aiment leur bébé et en même temps qui se sentent au bout, épuisées, parfois envahies par plein d'émotions? Bien sûr, bien sûr, non mais l'ambivalence, moi je le nomme souvent comme émotion contradictoire où on est en kiff total avec son bébé, on est dans l'émerveillement avec ce petit bouge, ses petites mains, ses petits pieds, il est trop mimi ou elle est trop mimi et puis en fait, derrière on n'en peut plus en fait de cet enfant qui est au sein ou tout le temps au biberon
où on n'en peut plus parce qu'on n'a juste pas dormi assez, tout simplement, ou parce que on a mal au corps. Voilà, je pense aux mamans qui ont vécu une césarienne ou qui ont vécu une épisiotomie ou qui ont vécu des choses vraiment complexes lors de l'accouchement. Eh bien, en fait, ouais, on peut pas aller bien tout le temps, en fait, tout simplement. Et puis, une chose qui est 100% invisible et qui pourtant est vraiment impressionnante, c'est la chute hormonale. Juste après le postpartum, voilà, il y a les hormones qui nous tenaient pendant notre grossesse, pendant la naissance, bim, elles redescendent d'un coup. Et donc, ou parfois avec tendresse, j'ai envie de dire, mais très souvent, c'est pas le cas. Et donc, cette chute hormonale, elle est pas visible et elle est pas visible physiquement, mais elle peut l'être, voilà, à pleurer, à en avoir marre, à vouloir rendre son bébé, voilà, tout est OK. Tout est OK et voilà, cette ambivalence existe, elle est là. J'ai envie de dire que c'est comme, c'est un peu le lot surprise avec ce bébé qui l'accompagne. Et l'idée, voilà, c'est que ce soit de moins en moins surprise et qu'on en parle. En tout cas, on en parle dans les accompagnements, on en parle, on l'évoque et on met des choses en place pour faire face à ces tempêtes émotionnelles et hormonales. Et selon toi, comment le regard de l'entourage, famille, conjoint, soignant, hein, peut parfois renforcer ou au contraire apaiser, cette souffrance émotionnelle? Et bien, en termes familial, et je dirais même sociétal, en fait, il y a une magnifique chose qui existe qui s'appelle les injonctions. Et je pourrais même rajouter injonctions maternelles. Évidemment, on l'a bien compris, c'est pas du tout magnifique, hein. C'est bien au contraire, c'est très dur quand on devient maman de faire face à un flot d'informations de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Stop. L'idée, c'est juste d'écouter. C'est juste comment vas-tu? Et c'est pas oh, il est trop mignon ou elle est trop mignonne, oh, c'est trop chou. C'est aussi demander à la maman comment vas-tu? Juste comment vas-tu? Et de manière sincère, c'est pas juste ça va? C'est vraiment attendre et lui poser des questions toutes simples, mais vraiment non intrusives et surtout avec amour, tout simplement, qu'elle comprenne que là, c'est OK, en fait, qu'elle puisse s'exprimer. Puis si elle le fait pas avec vous, c'est OK aussi, en fait. Je pense aussi à la dépression du postpartum du papa, du coparent. Elle existe. C'est important de le prendre en compte. Dans mes souvenirs, c'est une personne sur 10, un papa sur 10 ou un coparent sur 10 qui est frappé par la dépression du postpartum. Et c'est important de le souligner. On en parle un petit peu plus, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour sensibiliser à cela. Et puis bien sûr, en termes de soignants, j'ai envie de dire que chaque soignant a une posture plus ou moins sachante. En posture de je sais et je vais t'indiquer la bonne méthode. Certains ne l'ont pas du tout, et puis d'autres l'ont. Et à nouveau, c'est s'entourer de professionnels compétents, sécurisants, en qui on a confiance et qui fera face aussi en postpartum. Voilà, dans mes accompagnements, j'invite les femmes et les couples à s'entourer des bonnes personnes où vraiment ils se sentent au cœur de la sécurité. Voilà, parce que pour accueillir des vulnérabilités, eh bien, il faut se sentir en sécurité, tout simplement. Donc oui, plein de fois, les mamans ou les papas mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus centré sur les mamans parce qu'il y a quand même des injonctions très fortes sur les mamans. Notamment en termes d'éducation, d'allaitement, de cododo, de maternage global, qui sont très affiliés à la maman dans notre regard culturel, patriarcal. Et donc, j'ai envie de dire, le regard des personnes, les mots des personnes peuvent en dire long sur
sur comment voilà, on peut renforcer ou apaiser une souffrance émotionnelle. À savoir que quand on parle de souffrance, là, on n'est plus en termes d'accompagnement doula. Là, on est vraiment, on va, moi, quand j'entends le mot souffrance émotionnelle, là, on part sur bah voilà, des professionnels de santé, comme des psychologues, voire des psychiatres, ou tout simplement le médecin traitant, s'il a des compétences. Et ça, c'est important. Oui, effectivement, ça c'est vrai que c'est très important. Et est-ce que, il y a une émotion qui revient, presque toujours et qui pour toi, symbolise, le postpartum? Bah, j'ai envie de dire l'ambivalence, justement, parce qu'il y a tout et rien, et parfois il y a à petite dose et parfois il y a à grande dose. Là, j'ai envie de dire que, dans les accompagnements que j'ai actuellement, le postpartum, il y a très souvent des éclats de rire. J'ai envie de dire la joie. Mais j'ai pas envie de généraliser parce que j'ai eu aussi à accompagner des postpartum suite à des deuils périnataux. Et là, on est dans vraiment autre chose, mais il peut quand même y avoir des éclats de joie. Donc je ne dirais pas une émotion en particulier, voilà, un lot d'émotions incroyables et bouleversantes et qui forment l'identité maternelle, paternelle et coparentale. J'imagine que les femmes que tu accompagnes parlent aussi de leur corps après la naissance, qui subit beaucoup de changements. Comment elles en parlent? Ça dépend. Ça va dépendre de comment elles ont vécu leur grossesse. Ça va dépendre de comment elles ont vécu leur accouchement. Et ça va dépendre aussi de comment elles vivent leur postpartum. J'ai des mamans qui vont être trop heureuses, genre trop heureuses d'avoir ce corps, voilà, de d'avoir ce corps complètement différent, etc. Avec les marques de l'accouchement, elles vont vraiment être en émerveillement sur leur corps. Puis j'en ai d'autres qui veulent même pas le toucher, voilà, où c'est pas ok de le toucher, où ça les dégoûte, où elles se sentent en colère de ce corps, où elles culpabilisent aussi. Il y en a certaines qui peuvent culpabiliser de ce corps. Donc en fait là, à nouveau, on est sur plein de sentiments, d'émotions complètement différentes face au corps. Et à nouveau, tout est à accueillir. Voilà, même dans le corps, comment je me sens, voilà. Et puis après, le corps est un temple, j'ai envie de dire, et donc comment on fait, comment on dit bonjour à ce temple, ce nouveau temple, comment on rentre en soi dans ce nouveau temple, comment on prend place. Une chose qui est très peu souvent exprimée dans l'espace public et qui, à mon sens, est un tabou, ce sont les lochis, donc les saignements en postpartum. Ce sont les tranchées, ce sont les contractions de l'utérus, voilà, qui peuvent vraiment apporter des douleurs. Donc en fait, c'est le travail de l'utérus qui reprend sa forme, voilà, une plus petite forme. Et autre chose qui est pas trop exprimée, ce sont les suites d'un accouchement, en fait. C'est par exemple pour les mamans qui ont vécu une césarienne, voilà, les douleurs liées à la cicatrice, qui peuvent, chez certaines, ont pu me confier que ça avait pris 1 an. Après, là, l'idée, c'est toujours de renvoyer vers des professionnels si ça dure dans la douleur, mais toujours aller vérifier, voilà, pour son meilleur à nouveau. Et puis, il y a toutes les choses indésirables qui peuvent s'ajouter, comme les hémorroïdes. Les hémorroïdes, voilà, on n'en parle pas du tout. Les points de suture au bord de la vulve ou sur la vulve, mais aussi voilà, ce ventre qui reprend une forme, voilà, qui peut devenir mou. Voilà, ce sont autant de choses que certaines sont très au courant et puis d'autres découvrent. Il est vrai que chez les mamans que j'accompagne, à vrai dire, le profil des mamans que j'accompagne, ce sont très souvent des femmes très renseignées,
qui connaissent, le postpartum, même si elles sont primipares, mais elles se sont renseignées grâce à des livres, à de la documentation, et elles m'utilisent comme un outil, on va dire. J'adore en fait dire ça. Elles m'utilisent comme un outil pour leur meilleur. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mal à tel endroit, ou voilà, c'est inconfortable. Pas j'ai mal, parce que là, j'ai mal, ça, on tombe sur du médical, et là, dans ce cas-là, je renvoie vers du médical. Mais voilà, j'ai des inconforts à cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah, eh bien, voilà, il y a des choses. En fait, à chaque problématique, il y a quelque chose. Mais des choses toutes simples, par exemple, dès les premiers jets d'urine après une naissance, parfois ça peut vraiment faire très très mal. Eh bien, voilà, uriner tout en mettant une petite bouteille d'eau, faire couler un filet d'eau en même temps que son urine sur le jet d'urine, bah en fait, ouais, ça soulage. Et parfois c'est des choses très très simples qui peuvent qui peuvent changer en fait du tout au tout un état corporel. Comment j'accompagne par le corps? Beaucoup de doulas utilisent le rebozo et le toucher par des massages prépartum ou postpartum. En ce qui me concerne, moi, je suis spécialisée, on peut dire ça comme ça, dans l'accompagnement auditif. C'est-à-dire que je vais permettre à des mamans de vivre des récits, leurs récits de naissance, en fait, audio. C'est-à-dire que je vais chez elles, je prends un temps cocon avec elles, je vais faire une relaxation auditive, et puis on va enregistrer un podcast intimiste. On va enregistrer la naissance de leur enfant et leur propre naissance en tant que maman. C'est aussi accessible aux coparents et à toute personne qui était présent ou présente le jour de l'accouchement. Et donc voilà, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, on prend le temps. S'il y a des pauses pour allaiter bébé, bienvenue à ces pauses-là. Et puis moi, après, je remasterise tout ça et je leur offre soit en format audio par Internet, un envoi Internet, ou sinon sur une petite clé USB avec le nom ou la date de naissance, ou voilà, gravé sur cette clé USB. Voilà, c'est quelque chose d'auditif qui me tient très à cœur. Puis l'autre chose, c'est encore en bêta testing, c'est de l'ASMR intimiste, des sortes de papouilles auditives pour les mamans, spécifiquement axées pour les mamans. Et puis une autre manière d'accompagner le corps, je propose aussi de la danse prénatale et de la danse portée avec bébé, où là, l'idée, c'est de prendre soin de son périnée, prendre soin de sa joie intérieure, de ses hormones de l'amour qui circulent à l'intérieur de soi, d'aller dans le mouvement adapté à chaque phase de sa vie de femme et de maman, et prendre des temps quand bébé est là, prendre des temps de qualité avec son bébé, pouvoir le regarder droit dans les yeux, pouvoir voilà, l'effleurer, lui faire des papouilles. La fatigue, le manque de sommeil et la charge mentale, dans ce qu'elle te confie, est-ce que ça prend, énormément de place? Eh bien, la fatigue en postpartum, elle est très très forte. Elle est très 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 forte. Le manque de sommeil, voilà, je pense notamment aux mamans allaitantes. Dans les débuts, ça peut être toutes les 2 heures, voire moins, où il y a des réveils. Donc évidemment, le sommeil est au cœur de tout. Rappelons que l'une des premières tortures, c'est le manque de sommeil. Donc évidemment, la fatigue, le sommeil prend une place gigantesque. Et à la fois, c'est comment je fais pour mettre en place un postpartum où je prends soin de moi et de cette fatigue. Donc voilà, par exemple, je peux m'organiser des petits trains des repas. C'est voilà, une liste de personnes qui vont tout simplement organiser des repas à ton domicile, sans forcément taper l'incruste, la bise, oh il est trop chou, comment tu vas, etc. Juste déposer tes repas et repartir. C'est comment est-ce que je fais appel la nuit à une professionnelle qui va pouvoir garder mon enfant pour que je puisse dormir. Voilà, tout est possible pour faire face à la fatigue et au manque de sommeil. Et puis la charge mentale, en effet, il y a un réel sujet, et la charge mentale auprès des femmes,
est quand même très très importante. De nombreux livres l'attestent. Et en effet, ça prend une place assez phénoménale. Et donc, c'est aussi enceinte et aussi en postpartum, comment on fait pour réduire cette charge mentale, comment on fait pour rendre la situation la plus équitable possible et vivable et joyeuse, et voilà, comment on va s'organiser. Voilà. Monsieur adore ou madame adore faire la cuisine, eh bien, hop, cuisine. Mais un tel adore, je sais pas, faire un coup de ménage, eh bien, allez, hop, on va faire un coup de ménage. La fatigue aussi au moment en maternité, lorsqu'il y a un accouchement en structure, c'est comment je gère la famille, les amis qui ont une impatience folle à rencontrer bébé. Comment je fais pour me respecter, gérer ma fatigue et rester dans ma joie et dans ce que je vis et dans voilà, ce petit nuage sur lequel je suis. Est-ce que tu observes des femmes, qui se mettent énormément de pression pour bien faire? Par exemple, qu'il s'agisse, de l'allaitement, de la nouvelle organisation, de leur vie de couple ou bien encore, la reprise du travail? Évidemment, bien sûr, oui, 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 oui. Et à nouveau, mon job, ça va être d'être là et d'écouter cette pression pour justement, en fait, à chaque fois dans l'écoute, il y a ça. Il y a un moment d'écoute, plus ou moins long, et à un moment donné, sans forcément que je dise quoi que ce soit, il y a comme une évidence qui vient éclore, et justement ce système de pression, de surpression, redescend. Il y a comme une épuration de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à l'intérieur, une prise de conscience. Et voilà, la maman ou le papa vont juste vivre un état d'évidence. Donc bien sûr, il y a des pressions sur l'allaitement, c'est des pressions qu'on peut se mettre soi-même, mais à mon sens, il y a quand même des sacrés facteurs de pression externe. Je parle de la société, par exemple. Voilà, on peut recevoir tout et son contraire en termes d'informations. Il y a aussi l'aspect familial, l'aspect amical, la sphère du couple, et puis bien sûr soi-même, où on peut se rajouter des choses. Mais en tout cas, pour moi, la pression, elle est à tous les étages. Voilà. Plus ou moins verbalisée, plus ou moins consciente. Mais par exemple, sur les systèmes de pression, notamment sur l'allaitement, on va pouvoir entendre je sais pas, belle maman, il faut que t'allaites, de beau papa, pas plus d'1 an quand même, hein, parce qu'il faut, il faut que ton corps redevienne ton corps. Voilà, plein de choses super stigmatisants. Mais aussi le patron, le boss, qui a hâte que tu reviennes au boulot, mais qui a pas le nécessaire pour accueillir une maman allaitante. Voilà, comment on fait face aussi à ça. Donc en fait, il y a plein de choses sur lesquelles, oui, il y a une pression. Cette pression de bien faire, parce qu'au final, de quoi on parle quand on parle de la pression de bien faire? C'est d'être la meilleure maman pour son enfant. Donc j'ai envie de dire, cette pression, quand elle est externe, eh bien, elle est à accueillir et à laisser glisser sur soi, on va dire. Plus ou moins facilement, bien sûr. Mais quand c'est de soi à soi-même, c'est comment on fait redescendre la pression, parce que dans tous les cas, rien que le fait de se poser cette question de comment je peux être comment je peux bien faire, etc., c'est qu'on est déjà sur le chemin de bien faire. On y est déjà, en fait. Juste à se poser cette question, c'est que je suis déjà sur le chemin de bien faire. Donc en fait, j'ai confiance que je suis en train de donner le meilleur de moi-même en fonction des ressources que j'ai, de la personne que je suis et que je suis en train de devenir. Et voilà, moi bravo en fait, bravo à ce mouvement en soi qui est en train de juste donner le meilleur de soi. Par contre, c'est comment on fait pour faire baisser la pression, parce que donner le meilleur de soi-même, c'est chouette, c'est beau, c'est incroyable, c'est précieux. Mais par contre, donner le meilleur de soi-même en se tirant 2 balles dans le pied, là pour le coup, on ne donne plus du tout le meilleur de soi-même. On est en train de se tuer à petit feu et c'est pas OK. Donc comment on fait pour vivre juste un juste équilibre? Comment tout ça, ça impacte, leur santé mentale?
eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer en termes de santé mentale. Voilà, je parlais de la dépression du postpartum. Il y a aussi le baby blues, mais il y a aussi les phobies d'impulsion, par exemple, qui peuvent exister. Voilà, les phobies d'impulsion, c'est ce moment dans la vie d'une maman qui peuvent arriver où on va avoir envie, par exemple, de jeter son enfant par la fenêtre. On va avoir envie de lui faire du mal. Et puis, en fait, on va super flipper parce qu'on se dit waouh, si j'arrive à avoir ça dans ma tête, comment c'est possible? Eh bien, en fait, ce sont des réflexes du cerveau. Et voilà, en fait, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais voilà, les phobies d'impulsion, c'est des choses où il y a énormément de culpabilité par la suite. Juste d'avoir pensé que c'était possible de le faire, de l'avoir imaginé. Mais voilà. Et puis après, en termes de santé mentale, il va y avoir d'autres choses qui peuvent arriver. Je pense à la psychose puerpérale, voilà, qui là est carrément, qui est attestée comme un trouble psychiatrique. Et donc là, c'est à nouveau des états de vie où il y a besoin de prendre soin de cette santé mentale. Dans tous les contextes, que ce soit baby blues ou phobie d'impulsion, on va en parler. Et s'il y a besoin d'aller plus loin, je vais renvoyer vers la sage-femme, un psychologue. Voilà. L'idée, c'est pas de rentrer dans une angoisse ou un stress lié à ça. Par contre, quand on touche vraiment en termes de santé mentale, une dépression du postpartum ou une psychose puerpérale ou bien d'autres choses qui peuvent arriver, là, dans ce cas-là, bien sûr, c'est évident, c'est direction le CHU, un psychiatre, un psychologue spécialisé sur la périnatalité. Voilà, l'idée en fait en tant que doula, c'est d'être entourée par des bons professionnels qui savent écouter et qui savent prendre en compte les femmes dans ce qu'elles sont et ce qu'elles vivent. C'est évident à mon sens que la fatigue, les injonctions maternelles, la charge mentale, le manque de sommeil, parfois aussi le manque de bonne alimentation ont un impact sur la santé mentale. Et donc, tout est à prendre en compte. Tout l'environnement est à prendre en compte. Cela n'empêche que les femmes peuvent vivre une santé mentale plus vulnérable, mais certaines ne vivent pas ça. Et tout roule, en fait, tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de vivre forcément trop fort, trop intense, tout. Sachez que c'est possible, en fait, que tout ça ne vous arrive pas. Et à mon sens, les bonnes petites choses, c'est de pouvoir avoir du relais, donc pouvoir dormir et prendre soin de soi. Dormir, prendre soin de soi et avoir des activités régénérantes. Voilà. Si par exemple son activité régénérante, c'est d'aller marcher ou de danser ou d'écouter de la musique ou je ne sais quoi, eh bien, go. C'est aussi de bien manger et de manger des choses adaptées à son postpartum et à l'allaitement si on allaite. Et c'est d'être entouré des bonnes personnes, des personnes sécurisantes, confiantes, joyeuses, à l'écoute. Et d'accepter, et ça c'est peut-être le plus dur, d'accepter qu'on est en train d'offrir le meilleur, ici et maintenant. Avec l'état dans lequel je suis et dans l'environnement dans lequel je suis. Concrètement, comment tu entres dans la vie d'une famille ? Moi, j'ai 2 axes. Je suis très active sur Instagram avec mon compte Charlène Doula et aussi par le bouche à oreille. Voilà, j'ai créé un réseau périnatal et puis d'autres choses qui m'ont permis de me faire connaître sur mon territoire. Donc je suis doula dans le 72 en Sarthe, mais aussi dans le 61, dans l'Orne, dans le 28 et le 41. Et donc comment je rentre dans la vie des familles en postpartum ? Très souvent, en fait, elles m'ont
Elles me connaissent, elles ont déjà mon nom, elles ont déjà eu ma carte ou elles sont abonnées à mon compte et elles vont me contacter tout simplement. Je fais 99,90% du temps les rendez-vous au domicile des familles, mais ça m'arrive d'avoir des rendez-vous et dans ce cas-là, des rendez-vous à mon cabinet et dans ce cas-là, c'est au Mans. C'est arrivé une fois à vrai dire, mais en tout cas, je l'ai toujours sous la main au cas où. Et donc, en fait, ce sont elles qui me contactent. Moi, je vais jamais démarcher des mamans enceintes ou des mamans en postpartum. Non, je démarche pas dans ce sens-là. C'est j'ai un besoin, je m'empare de ce besoin et j'avance dans mon meilleur avec une doula ou sans doula, voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment ressemble une séance avec toi dans cette période-là? Eh bien, elle va ressembler à ce que la maman, le coparent, la famille ou le couple ont décidé de vivre. C'est-à-dire que voilà, je me présente à leur domicile, à l'heure. C'est important, mais voilà, pour moi, ça fait partie du gage de confiance et de sécurité que d'arriver à l'heure et d'être une personne fiable et disponible et présente. Je vais écouter les besoins. Et puis, parfois, il y a juste besoin d'écoute. Parfois, il y a besoin d'écoute. Ah, c'est vraiment chouette d'être avec toi, mais en fait, là, j'ai trop envie de dormir. Ok. Eh bien, hop, maman va dormir, va se reposer une demi-heure, 1 heure. Et puis, voilà, pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire des petites tâches ménagères ou de soutien organisationnel dans la famille. Ou tout simplement, parfois, c'est écouter la fratrie, écouter le coparent, prendre soin de bébé, porter bébé. Je pense notamment au bébé RGO avec des reflux gastro-œsophagiens où, évidemment, là, l'idée, c'est de porter bébé un maximum, que maman puisse se reposer tranquillement. Et voilà, on peut aller se promener, on peut, voilà, tout est possible, mais toujours, 100% toujours en accord avec la famille et le consentement de la famille. Voilà. En fait, en postpartum, c'est beaucoup plus anarchique, j'ai envie de dire, parce quand on arrive, au final, peut-être que la maman avait une idée très précise de ce qu'elle voulait me dire, comment elle avait envie de mener la séance, etc. Et puis finalement, en fait, elle est trop fatiguée et elle décide d'utiliser cette séance pour juste dormir parce qu'elle n'a pas d'autre lait. Je pense à toutes les mamans, coucou les mamans que je connais, que je soutiens et qui n'ont tout simplement pas leur famille auprès d'elles, où les grands-parents travaillent encore, où voilà, les frères et sœurs ne sont pas dispo. Eh bien, voilà, je suis la bonne alliée d'un postpartum un peu plus doux et plus reposant. Et donc, voilà, c'est comment je m'adapte en postpartum, voilà. Mais une séance vraiment classique de chez classique, va y avoir un long temps d'écoute. Voilà, j'ai envie de dire, c'est 80% de mon rendez-vous. 80%. Et puis après, on va aller voir les besoins qui sont exprimés, les ressources qui sont en face. Et comment on fait cette popote-là pour que tout le monde reparte avec des clés, des solutions, un brin de joie supplémentaire dans son petit cœur et parfois de la documentation, des nouveaux livres à lire, des petites actions, des premiers petits pas pour telle ou telle chose. Voilà. Et donc, je m'adapte à 100% à la thématique qui est abordée. Par exemple, si une maman arrive est là et a un problème d'allaitement sur le moment, et ben bien sûr, j'agis. Je vais pas lui dire alors non, aujourd'hui, on était là pour la séance sur comment bien manger. Pas du tout, en fait, on est là sur il y a un problème, on y répond et on est présente et on écoute, on écoute, on écoute. Et c'est important que dès lors qu'il y a un doute chez moi sur peut-être par exemple un doute de tiens, ça fait quand même plusieurs fois que maman pleure très fort, que voilà, ça là on commence peut-être à aller vers de la dépression postpartum. Et bien en fait, comment je vais donner des bons contacts, comment je vais intégrer un maximum le coparent pour soutenir cette maman et faire les démarches pour son meilleur. Il y a toujours un espace d'information aussi où voilà,
pour la séance d'après, pour le rendez-vous d'après, je vais préciser les documents que je peux rapporter, voilà, pour faire face à leurs questionnements. Voilà, et puis pour certaines mamans qui sont désireuses, qui aiment bien ces accompagnements-là, je peux aussi proposer une petite visualisation pour s'ancrer dans cette merveilleuse maman, famille, couple qu'elle ou ils sont en train de devenir. Et puis, pour clôturer, il y a toujours un espace pépite caillou. La pépite caillou, c'est un espace où on vient tous, moi y compris, dire ce qu'on a vécu de bien. Donc ça, c'est les pépites. Ce qu'on a aimé, ce qui était chouette. Et les cailloux, qu'est-ce qui n'a pas été. Comme ça, moi, ça me permet toujours de d'offrir le meilleur et d'être dans le sur-mesure avec ces familles incroyables que j'ai la chance et l'honneur d'accompagner. Qu'est-ce que tu cherches à offrir en priorité aux mères ? J'ai envie d'offrir aux mères ce dont elles ont besoin. Ça, c'est ma priorité. J'ai envie de leur offrir ma présence, ma disponibilité, mon écoute. Ça, c'est les choses vraiment inconditionnelles. Point. Et après, tout ce dont elles ont besoin. Et puis, si c'est pas avec moi, eh bien, je renvoie vers des professionnels, tout simplement. J'ai l'impression de beaucoup de me répéter, mais en fait, c'est tellement ça le cœur de mon métier, c'est l'écoute. À mon sens, si tout le monde avait accès à 1 heure d'écoute une fois dans sa vie, il y a vraiment cette idée de beaucoup de choses pourraient changer. Et voilà, prendre conscience de la puissance d'une écoute, une écoute profonde et sincère, ça peut changer vraiment des vies, en fait, des parcours entiers. Alors, est-ce que tu aurais un exemple d'accompagnement qui t'a particulièrement marqué émotionnellement ? Bien évidemment, anonyme, hein, sans citer le nom des personnes, ça va de soi. Oui, j'ai toujours beaucoup d'émotions à en parler. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui a été le plus intense, ça a été d'accompagner une maman qui avait perdu son bébé. Qui a perdu son bébé quelques jours après avoir accouché. Et voilà, c'est remuant parce que j'ai accompagné cette famille. J'ai accompagné cette famille, en fait, pendant toute la grossesse. Pas le jour de la naissance, mais pendant toute la grossesse. Ils étaient dans un bain de lumière, de joie, d'amour. C'était juste incroyable. C'était une grossesse incroyable. Et voilà, ce petit bout a décidé de partir pour un autre monde. Et accompagner cette mamange et ce papange, ces paranges, c'est le nom qu'on donne aux mamans, aux papas et aux parents endeuillés de leurs enfants. Ça a été profond, humain, solidaire, sincère, authentique. Et là, pour le coup, tout à l'heure, je parlais du cru de la vie. Là, on est vraiment au cœur du cru de la vie. Où voilà, les éclats de sanglots, les cris, les pleurs, les lumières, les lueurs dans les yeux, les petits signes de la vie, plein de choses peuvent... en doula, je les vis avec les parents. Je les vis... je vis ces émotions, toujours avec ma posture d'écoute. Mais voilà, quand on fait face à une maman qui a perdu son enfant et qui hurle, eh bien... Voilà, il n'y a pas de mots, à part d'être présente, d'être à l'écoute et de dire oui, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste ce qui t'arrive. Il n'y a pas de justesse là, tout de suite là. Sur le droit d'être accompagnée pendant ces périodes du postpartum, qu'est-ce que tu souhaites que les femmes sachent en fait ? J'ai envie de dire que ce droit se prend. Voilà, la seule limite
la seule personne qui peut t'empêcher d'être accompagné, c'est toi-même. J'ai envie de dire, d'autant plus dans notre culture où demander de l'aide, notamment pour une femme et un papa, un futur coparent, c'est quelque chose, quoi. Voilà, je trouve ça assez fou. On est accompagné on est accompagné toute notre vie, en fait, sur plein de choses. On est accompagné par des instituteurs pour apprendre à apprendre les maths, apprendre le français, voilà. On est accompagné par des profs de sport pour apprendre à faire du basket, pour apprendre à faire du frisbee. On est accompagné par des violonistes pour apprendre le violon. On est accompagné toute notre vie, en fait. Mais par contre, le jour où on devient parent, les accompagnements sont 100% médicaux et les accompagnements non médicaux sont encore très rares. Très rares, tout simplement. C'est encore trop peu, à mon sens, de personnes qui peuvent avoir accès à ces accompagnements. Et je rêve à 100% que les États, les gouvernements prennent un rôle pour permettre à chaque famille d'avoir accès à des accompagnements de qualité. Qualité et quantité, je dirais, parce que juste un rendez-vous, très souvent, ça ne suffit pas. Quel message tu aimerais adresser à une mère qui écoute cet épisode et qui peut être dans tous ces états, en pleurs, fatiguée, épuisée? Alors, chère maman, parce que oui, j'ai envie de t'appeler maman, parce que tu es une maman et tu es l'experte de ton enfant. Et là, tu vas te dire peut-être si tu es fatiguée, épuisée ou en pleurs, tu vas dire n'importe quoi, je suis pas une bonne maman. Eh bien, j'affirme que tu es une maman. J'ai juste envie de te dire bravo. Bravo, ton rôle n'est pas le plus simple. Ici et maintenant, il est peut-être pas le plus beau. Mais par contre, tu es au cœur de quelque chose d'incroyable qui s'appelle la vie. Et voilà, j'ai envie de t'honorer dans ce que tu es, ce que tu deviens. Toute cette transformation à l'œuvre. Et je crois en toi. Plus que tout. Ouais. J'ai envie d'ajouter 3 mots, ce sont mes 3 mots à moi. Amour, liberté et autonomie. L'amour parce que, à mon sens, il est partout. Même dans la colère, il y a de l'amour. L'amour se cache partout. Liberté parce que tu es un être libre. Tu ne le sais peut-être juste pas encore. Et autonomie parce que le plus important à mon sens, en fait, je le dis à quasiment toutes les familles que je rencontre, c'est lorsque je rencontre une famille, je leur dis, moi, mon job, c'est d'avoir le moins de rendez-vous possible avec vous pour que vous soyez les plus autonomes et les plus joyeux dans votre parentalité et périnatalité. Si elle devait ne retenir qu'une chose de cet épisode, ce serait quoi? Amour. L'amour, on veut de l'amour. Je suis amour. Une seule chose. Ouais, j'ai envie de dire amour. Voilà. Si c'est un seul mot, une seule chose, c'est l'esprit de l'amour. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut aller chercher de l'aide concrètement au niveau de son entourage, des professionnels, des associations par exemple? Pour moi, il y a en tant que, là je prends ma casquette de formatrice au consentement, ça passe par des questions concrètes, notamment en prépartum et parfois même aussi en postpartum, c'est dire, bah voilà, je vais avoir un enfant, j'ai envie d'être bien entourée. Est-ce que toi, cher tonton, est-ce que toi, super cousine, est-ce que toi, ma voisine, est-ce que toi, ma collègue, t'as envie de m'offrir ça, ça, ça et ça? Si oui, à hauteur de combien de fois ou combien de temps ou combien d'heures par jour ou par semaine ou par mois? Est-ce que tu as envie d'être foncièrement actrice à mes côtés? Quelle place tu as envie de prendre? Voilà, c'est poser des questions très simples. Et puis, il y a des personnes qui vont répondre. On va être surprise. Et puis, il y en a d'autres qui vont pas répondre. Et puis, par contre, le jour J, elles seront là, elles seront bien présentes et elles seront vraiment des piliers.
Aller chercher de l'aide concrète au niveau des pros, eh bien là, il y a énormément de professionnels qui existent. Je pense notamment aux professionnels de santé. Voilà, des sages-femmes. Là, c'est vraiment les personnes, les piliers en fait d'un enfantement. Les sages-femmes, les gynécologues, les obstétriciennes, les médecins traitants, les psychologues, les psychiatres, voilà. Bien sûr, les doulas, donc là je pars plutôt sur du non médical, bien sûr. Les doulas, les accompagnantes périnatales, les coachs les coachs parentaux. Et puis après, il y a énormément d'associations, en effet, où on peut aller aussi voilà, se poser dans notre parentalité et voilà, avancer avec d'autres parents, parfois dans des cercles d'écoute, etc. Je pense notamment au LAEP. Voilà, il y a énormément de choses qui existent. Tout est possible, en fait, voilà. S'il y a besoin de contact, etc., c'est possible. Voilà, je pense, s'il y a d'autres associations que j'ai très fort envie d'exprimer, ce sont les associations, notamment AG, l'association AG, qui lutte qui informe autour de l'hyperémèse gravidique. Je pense aussi à l'association Souvenange, qui est une association qui permet des souvenirs photographiques pour les parents endeuillés. Voilà, il y a énormément d'associations qui me viennent là en tête. Je vais pas commencer à toutes les dire, mais en tout cas, il y a vraiment des super associations qui existent pour soutenir une périnatalité à sa juste valeur, tout simplement, tel un précieux trésor qui se déploie. Alors pour un petit rappel, où peut-on te retrouver, te contacter ou même s'abonner à toi? Là où je suis la plus active, c'est mon réseau social Instagram, donc @Charlène Doula, CharleneDoula. Mon site internet, pareil, charlendoula.fr. J'ai aussi un LinkedIn, pareil, un LinkedIn et un Facebook. Là, c'est Charlène Machpi Doula. Donc Charlène, CHARLENE, espace Machpi, MACHPY, espace Doula, DOULA. J'ai aussi une chaîne YouTube où il y a tout le réseau périnatal qui est en place, donc @Charlène Doula. Sur mon site internet, vous pouvez trouver mon numéro de téléphone et mon adresse mail. charlendoula@riseup.net. J'ai aussi l'accès à une newsletter qui permet à toutes et tous d'avoir accès aux informations que je mets régulièrement à jour. Voilà, à mes actualités. Eh bien, merci infiniment, Charlène. Ton regard sur le postpartum, sur les émotions que traversent les mères et sur la réalité de ce qu'elles vivent au quotidien, c'est précieux et c'est nécessaire. Et j'en suis sûre que ça va permettre d'aider beaucoup de parents qui nous écoutent. Merci infiniment, Stéphanie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir mis en lumière les doulas. C'était vraiment important pour moi. Vraiment, infiniment merci. Et merci à toi, super maman, super papa, super coparent, super grand frère, super grande sœur, magnifique petit bébé qui vient d'arriver. Merci à toi pour ton écoute. Et oui, chers auditeurs, un grand merci pour vos écoutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les épisodes de ce podcast. Vous retrouverez Charlène très bientôt dans 3 autres épisodes consacrés à la parentalité, à la charge mentale et au rôle essentiel des doulas dans l'accompagnement des familles. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant au podcast. Et si cet épisode vous a plu, si vous pensez qu'il peut aider une maman, une future maman ou simplement ouvrir des discussions importantes, eh bien partagez-le autour de vous, laissez-nous un petit commentaire et soutenez État d'âme en attribuant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore merci pour votre fidélité et votre écoute. À très bientôt dans un nouvel épisode d'État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Prenez soin de vous.